doivent faire des choix. Et quand il s'agit, et c'est pour ça que tout ce qui tourne autour du genre, pourquoi est-ce que on doit accorder une attention particulière à ces jeunes filles, c'est parce que elles sont l'équité n'est pas là. On voit le déséquilibre entre le garçon et la fille dans une famille quand il faut faire un choix pour entre maintenir, donc garder le garçon à l'école et la jeune fille, le choix, il est fait très rapidement. Et donc, il faut justement que les autorités, les décideurs, ils soient conscients de cela. Ils soient conscients de cela parce qu'on peut pas développer un pays juste s'appuyant sur un seul genre, qui est le genre masculin, parce que Acteurs du changement, bonjour. Bienvenue sur le podcast Rethink Social Change, où j'invite les praticiens du changement social à partager leur expérience pour améliorer collectivement comment on conceptualise, met en œuvre et mesure les résultats des projets et programmes de changement social à travers le monde. Moi, c'est Ratiba Cherif. J'ai travaillé pour quelques-unes des plus grandes organisations de changement social pendant plus de 20 ans sur 4 continents pour les aider à mieux concevoir leurs projets, à tirer de la mise en œuvre les leçons pertinentes et à mesurer leurs résultats. Avec mon jeu Rethink Social Change Cards, j'invite les acteurs du changement comme vous à partager ce qui marche, ce qui ne marche pas et pourquoi, de manière assez atypique. Je mélange le jeu de 54 cartes et en tire 4 pour guider notre conversation. Donc si vous êtes prêts à découvrir des histoires authentiques, sans script ni jargon, allons-y pour l'épisode du jour. J'ai le plaisir de recevoir Yaye Hélène Ndiaye, fondatrice et directrice exécutive de Kitamba, une entreprise sociale qu'elle a créée en 2019 au Sénégal pour contribuer à l'amélioration des politiques de santé publique, éducative et sociale. Son objectif est simple, maintenir les jeunes filles en milieu scolaire et autonomiser les femmes. Vous l'aurez compris, Yaye est une figure clé dans le domaine du changement social au Sénégal. Son parcours impressionnant inclut des années de service chez Open Society Foundations en tant que chargée de programme pour leur bureau régional dès 2009. Elle est diplômée de l'université Paris 12 et de la Columbia University School of International and Public Affairs, CIPA. Elle a également joué un rôle crucial dans différents événements internationaux, dont le colloque sur l'autonomisation des femmes à Monrovia. Rejoignons-la pour une discussion qui promet d'être passionnante et authentique. Yaye Hélène Ndiaye, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Ravie de vous recevoir. Bonjour Rotiva, merci de m'avoir invité. C'est un honneur et un privilège de venir discuter avec vous. Merci beaucoup. Pour moi aussi. Alors, Yaye, on va tirer les cartes et puis on va voir de quoi on va discuter aujourd'hui. Oui. J'ai fait une petite introduction tout à l'heure, mais je voulais savoir que signifie Kitamba. Alors, Kitamba signifie étoffe en swahili. Alors, pourquoi le swahili? Parce que c'est la langue africaine la plus parlée sur le continent. Mais l'inspiration Ouais. de créer Kitamba m'est venue à Nairobi. Donc, c'est un article qui parlait de 2 hommes qui avaient confectionné des produits hygiéniques lavables pour que leurs filles ne ratent plus l'école. Et dans le choix, donc dans la réflexion, on a pensé au fait que les femmes africaines utilisent beaucoup l'étoffe, n'est-ce pas, pour s'habiller, pour partager également certains codes. À un certain âge, les femmes matures africaines portent le foulard. Effectivement, portent le foulard. Mais si on va plus en profondeur, on se rend compte que quand elles n'ont pas de quoi acheter des serviettes hygiéniques jetables, elles utilisent donc elles découpent leur pagne, le tissu, pour l'utiliser comme protection. Donc, c'est un linge qui est inapproprié parce que ça n'a pas été produit pour cela, qu'elles utilisent pour prendre en charge leur protection hygiénique. Et donc, on pense également que l'étoffe renvoie à la dignité de la femme. Elle symbolise la femme africaine.
C'est tout cela qui nous Ouais. a donc motivés pour utiliser un mot assez symbolique et dans une langue symbolique Ouais. africaine qui représente le panafricanisme pour notre Ouais. identité. Voilà. Merveilleux, merveilleux. J'ai vécu au Sénégal, j'ai eu mes enfants. Ils ont grandi au Sénégal. Et quand ils étaient bébés, je les portais aussi avec le pagne Avec le pain, sur le dos. Je les exact. attachais avec le pagne. Le motto. Voilà. Oui, Donc, je comprends toute la symbolique et la valeur. Et il accompagne, en fait, la femme, le tissu accompagne la femme tout au long de sa vie. exactement. Et c'est merveilleux. Alors, bah, j'ai tiré les cartes, je les ai. Alors, je vous dis, alors on parle de changement social, Oui, ce qui est approprié. Donc, on parle de dynamique sociale, de toutes les structures, de toutes les normes liées à ce qu'on fait et qu'on essaye de changer. mhm, On a le contexte social, le changement communautaire. oui, Donc, c'est plutôt dans les valeurs, etc. On a comment faciliter le dialogue pour apporter les changements pour lesquels vous travaillez et mhm, avec qui, j'imagine, ce dialogue se fait, qui sont les protagonistes. oui, Donc, et puis, on a une carte aussi de points d'entrée, entry points. Donc, quels sont les points d'entrée institutionnels, culturels, historiques, sociaux que vous utilisez pour entamer la discussion, mais aussi pour pouvoir asseoir la logique d'intervention. Donc voilà nos mots. On a donc facilité le dialogue, le changement communautaire, oui. les points d'entrée Les points et le contexte social. de contexte social. Vous pouvez commencer là où vous voulez, Yaï. On commence par le contexte social. Allons-y. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un article qui m'a inspiré, mais qui a aussi renvoyé à mon vécu, ce que nous avons toutes traversé quand on était adolescente, donc à l'arrivée donc des menstrues. Comment cette prise en charge s'est faite. Moi, j'ai vu mes règles très tardivement, enfin tardivement à l'âge de 14 ans. C'était relativement tard, mais j'avais déjà entendu des échos. Bon, il y a ma sœur aînée, mes cousines, mes tantes et ma mère avait commencé à me préparer. Mais donc, quand on parle de contexte, hein, on est au Sénégal, dans un pays donc avec des traditions relativement importantes. Hein. On a cette culture de tabou. D'une une société relativement traditionnelle, ancrée dans le patriarcat, où on ne discute pas de menstrues facilement. Même dans le contexte d'une famille nucléaire où les parents sont instruits, il y a toujours un petit bloc, il y a un blocage. Encore que, alors quand ce sont des familles traditionnelles, pas modernes, ce fossé est encore beaucoup plus profond. Donc le contexte, il est relativement donc important de souligner que nous avons des normes, des valeurs, des traditions qui ne favorisent pas cet échange donc de procédés, de bons procédés, de compréhension. Comment est-ce que la jeune fille, elle devrait appréhender ses règles? Qu'est-ce qui se passe dans ses règles quand elle voit ses règles? Le contexte donc éducatif également, parce que les jeunes filles, en tout cas la plus grande partie des jeunes filles et des garçons, sont quand même outillés au niveau de l'éducation, donc à un certain âge, et qu'on trouve relativement avancé. Donc à partir de la quatrième, si je ne me trompe pas, parce que le curriculum et le système éducatif a évolué, mais à partir de la quatrième ou la troisième, on enseigne les sciences de la vie et de la terre, et dans cet enseignement-là, on explique aux adolescents ce qui se passe dans leur corps au niveau biologique, toutes ces transformations. Mais ces transformations, on voit que c'est très intellectuel, si je peux utiliser ce mot,
Et il y a un malaise, hein, l'instituteur ou l'enseignant n'arrive pas vraiment à utiliser des mots simples pour faciliter justement ce blocage du fait du tabou. Donc c'est donc un enseignement purement technique, alors que il y aurait plus de il y aurait ça aurait été une plateforme formidable pour les enseignants de pouvoir vraiment outiller les adolescents par rapport à leur santé sexuelle et reproductive. Vous avez donc la religion qui peut être un frein, et tout cela donc c'est des bouleversements sociétaux qui empêchent de parler librement des menstrues. Et pourquoi est-ce que les menstrues devraient être célébrées? Parce que quand la jeune fille voit ses menstrues, au moins elle devrait avoir la chance de pouvoir porter un enfant, donner la vie, et quand il le faut, hein. Donc ça c'est important à un moment déterminé. Donc ce contexte, par exemple par rapport à des statistiques, quand je faisais de la recherche pour informer en fait ce pourquoi je voulais travailler sur le concept, là je me suis rendu compte que au niveau de l'éducation nationale, par exemple à l'école, les jeunes filles ratent régulièrement l'école quand elles voient leurs règles, particulièrement les premières journées. Et le fait de rater les cours de manière systématique, on peut facilement dire que c'est une perte énorme par rapport aux capacités des jeunes filles à pouvoir donc exceller, même si elles sont bonnes à l'école, elles sont excellentes. Donc le fait de devoir rater tout le temps des cours, en plus d'autres problématiques qui sont donc l'implication des jeunes filles dans les travaux ménagers à la maison, le fait d'avoir beaucoup plus de responsabilités que leurs frères, ça peut conduire à énormément de plus de problèmes. Et ce serait les problèmes de la déscolarisation, parce que il y en a qui arrivent à un moment où elles quittent l'école. Le taux de déscolarisation en 2021 était de 7,7%. Ça, ce sont des statistiques officielles. Quand on regarde, parce que nous avons deux cibles que nous différencions, c'est la cible jeune fille et la cible femme mature. Et de la même manière qu'il y a eu des études qui ont été publiées qui révèlent que les jeunes filles, les femmes qui sont dans le milieu informel, dans le secteur informel, qui évoluent donc dans les marchés, elles perdent 40 à 45% de leurs revenus pendant les premiers jours des menstrues. Vous me dites que vous avez vécu au Sénégal, mais je suis sûre que vous avez dû voir nos marchés, comme nous sommes organisés. Et dans ces marchés, il y a un problème sérieux qui est l'accès aux toilettes. Donc, non seulement l'accès aux toilettes, l'accès à l'eau, on a d'autres, ce que je veux dire, c'est que on a d'autres pratiques qui sont assez compliquées ou complexes à dire, mais c'est des traditions, c'est des croyances. La jeune fille ou la femme, elle ne se débarrasse pas de sa serviette hygiénique sans nettoyer le sang donc qui est imbibé dans la serviette hygiénique. Et donc, ces dames, elles auraient énormément de difficultés à utiliser les toilettes publiques donc dans les marchés. Et encore un autre problème se poserait, parce que même si elles pouvaient le faire, elles n'auraient pas où se débarrasser de ces serviettes hygiéniques. Donc là, c'est les poubelles, la manière dont elles pourraient justement jeter ces produits une fois utilisés. Donc tout cela les pousse à soit rester chez elles, ou bien donc se lancer dans des activités non loin de leur habitation, parce que elles voyagent, elles se déplacent, quand on se réveille à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, ce sont des femmes qu'on rencontre dans les cars rapides qui vont acheter en gros dans les marchés centraux pour aller donc dans leur lieu de travail respectif. Donc
il y a plusieurs problématiques qui se posent et ce qui conduit à des pertes, mais très importantes, non seulement au niveau éducatif, donc au niveau développement de la jeune fille, parce que je n'ai pas évoqué, je retourne un peu sur ma cible jeune fille. Une fois que cette déscolarisation elle est faite, elle est consommée, les jeunes filles, elles sont poussées à se marier à un âge qui est relativement précoce. Et puis après, ça, c'est un engrenage sans fin, donc selon les conditions de vie des familles. Pour les femmes, elles trouvent des mécanismes d'ajustement pour pouvoir prendre en charge leur menstrues sans pour autant se plaindre. Et c'est en cela que c'est difficile. C'est en cela que Kitamba dit, il faut qu'on sensibilise, qu'on alerte les décideurs pour leur montrer avec des données factuelles, des informations que les gens n'osent pas dire. Donc, pour justement démontrer comment quelque chose d'aussi simple, hein, c'est un phénomène naturel, peut éventuellement détruire la vie soit d'une jeune fille ou en tout cas avoir des goulots d'étranglement très importants dans le développement, le bien-être, la dignité des femmes. Voilà. Voilà. Donc, c'est un problème multiple. Aussi simple soit-il, aussi naturel soit-il, c'est un problème multidimensionnel. Il touche non seulement la famille au départ, mais aussi l'école, les structures comme les marchés par exemple. Donc c'est énorme. Donc vous travaillez en fait à différents niveaux. Au niveau, j'imagine, avec les ministères de l'éducation, avec les écoles. J'imagine aussi avec les autorités locales, mais aussi dans les familles pour changer les mentalités, pour qu'on commence à en parler, que ce ne soit un peu moins tabou. Je voulais savoir, est-ce que les filles en parlent déjà dans la famille avant d'aller à l'école et à l'extérieur, hein? Est-ce qu'elles en parlent avec leur maman ou les tantes? C'est-à-dire, est-ce que entre femmes, je peux concevoir qu'on n'en parle pas culturellement avec, par exemple, les pères ou les hommes de la famille, mais entre femmes, est-ce que on en parle? Est-ce qu'on prépare la jeune fille? Est-ce qu'on lui donne des conseils? Comme vous avez dit, dans certaines cultures, c'est un rite de passage, c'est un moment clé dans la vie d'une jeune fille. Et souvent, elles sont menées à ne pas en parler, à se cacher, à presque regretter de repousser l'échéance et regretter de les avoir. Donc, je voulais savoir déjà au niveau des familles, de la communauté, parce que là, par exemple, on a le changement communautaire, donc j'imagine qu'il y a un travail à faire en communauté. Comment il se fait et est-ce qu'il se fait et de quelle manière? Alors, c'est pour cela qu'on a deux structures. On a l'association qui, donc, je le disais un peu plus tôt, qui sensibilise, mais on s'est rendu compte aussi, et il faut le souligner, que la société sénégalaise est en transformation, ou c'est déjà transformé, il continue de se transformer. Dans le sens où, dans le passé, ou quand, je pense que ça, c'est la génération de nos mamans, de nos grands-mères, quand le mode de vie était différent. Et on les a toujours, mais en fait, ça s'est un peu effrité parce que les familles se sont nucléarisées. Mais la tante paternelle, qu'on appelle Badiane, jouait un rôle très important dans l'éducation sexuelle de ses nièces. C'était elle qui jouait ce rôle d'éducatrice. Donc, elle informait, elle montrait parce que, en fait, c'est très sensible. Le sujet est sensible. La maman a, en général, énormément de mal à discuter et à expliquer à sa fille même avant l'arrivée des règles, ce qui va se passer et comment est-ce que devrait prendre en charge sa gestion de l'hygiène menstruelle, de son hygiène. Et donc, c'était la tante qui faisait cela.
De plus en plus, les familles se sont éclatées et donc les familles se sont nucléarisées et les jeunes filles ont du mal à discuter avec leurs parents parce que là, même l'homme devrait pouvoir jouer ce rôle-là, le papa. Et donc, elles beaucoup utilisent les informations en ligne, donc l'Internet. Il y a énormément d'informations, mais à chaque fois, on les alerte en leur disant, vous avez beaucoup d'informations, peut-être que vous ne savez pas comment vraiment les exploiter. Sinon, à part cela, il y a les amis, donc l'entourage. Il y en a beaucoup qui nous disent que ce sont des grandes sœurs, c'est au niveau de l'école, quand elles discutent entre elles, qu'elles partagent donc leur expérience par rapport aux menstrues. Mais il y a toujours ce tabou qui persiste dans la famille. Donc nos différents points, nos différentes méthodes de sensibilisation, nous travaillons, vous l'avez évoqué, avec les collectivités territoriales, mais nous travaillons avec un mécanisme officiel elle s'appelle les marraines de quartier. Donc, ces marraines de quartier ont pour rôle de jouer un rôle de conseil, de veille, de protection, d'alerte dans les familles. Ah, ça, oui, c'est nos points d'entrée. Alors, on en a plusieurs, hein. Ça me fait... Mais allons-y, alors les marraines de quartier. Les marraines de quartier, elles nous accompagnent, elles nous appuient quand nous allons dans des communautés pour justement faciliter les discussions. Parce que c'est un sujet très sensible. En général, les jeunes filles ne s'ouvrent pas à nous, même les femmes, elles ont quand même, il faut un préalable. Donc, il y a toujours une préparation à faire avant les interventions. Il y a également, quand on parle du corps, du corps professoral, il y a les inspections d'académie, il y a les enseignants donc les directeurs d'établissement et les infirmières, les assistantes sociales. Ce sont des personnes, quand on parle de l'école, ce sont des personnes avec qui nous travaillons en étroite collaboration avant de faire nos interventions. Alors, pour impulser au niveau local, donc il y a les collectivités territoriales qui ont certaines compétences, comme des compétences transférées, comme l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès à la santé. Donc, nous essayons donc de travailler de concert pour pouvoir influencer l'adoption de lignes budgétaires pour la prise en charge de produits hygiéniques pour les jeunes filles, par exemple dans les établissements, la construction de toilettes dans les marchés, l'organisation de groupements d'intérêt économique, parce qu'il y a un volet autonomisation également que nous essayons de propulser. Donc, les autorités locales sont des partenaires importants et nous travaillons avec eux en étroite collaboration avec eux. Vous avez les autorités religieuses, parce qu'on ne peut pas parler de sujets sociétaux ou de tabous sans faire référence aux autorités religieuses, que ce soit les imams, que ce soit les prêtres. Et on a eu à nous déplacer, à discuter avec les autorités religieuses pour qu'ils nous aident à mieux influencer certaines politiques et également même certains comportements. On a eu à avoir des conversations très ouvertes avec des halifs, et on en était sortis mais très rassurés. Donc il y a vraiment beaucoup de partage d'informations, de connaissances qu'on devrait faire, de sensibilisation pour que les communautés se rendent compte que il y a peut-être de très mauvaises interprétations de ce que que ce soit le Coran ou la religion catholique, ce qu'ils disent par rapport aux menstrues. Parce qu'il y a des comportements et des pratiques. Et dans certaines communautés, les jeunes filles ne peuvent pas dormir dans la concession quand elles voient leurs menstrues. Ça, c'est en Casamance. Il y a dans certaines ethnies, la jeune fille ne peut pas préparer. On lui interdit de préparer à manger.
ou à préparer certains plats. Donc, ça, c'est un autre niveau de sensibilisation et de plaidoyer. Après, nous avons les institutions elles-mêmes. Donc, les ministères. Vous avez le ministère de la Femme, le ministère de la Santé. On a beaucoup eu à travailler avec la cellule genre du ministère de la Santé. On a le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et le ministère de l'Environnement. Donc, notre objectif ou l'un des objectifs principaux que nous avons, c'est de pouvoir pousser pour l'adoption d'une politique publique qui prenne en charge la santé et l'hygiène menstruelle. Même s'il y a une politique sectorielle, même s'il y a ces prises en charge de manière isolée dans les différents ministères, où nous pensons que la question des menstrues, donc la problématique des menstrues, devrait être prise en charge de manière systémique au niveau d'une politique publique qui pourrait donc répondre aux besoins des jeunes filles, parce que c'est un droit fondamental de pouvoir avoir. Il y a rien de plus rien de plus horrible, à mon avis, que de savoir qu'on est on voit ces règles et que on n'a pas de protection sur nous. C'est très violent, hein. C'est une violence. C'est comme ça que je le qualifie. Donc, il faudrait qu'on essaye d'alerter nos décideurs, parce que c'est un problème de santé publique. Parce que quand on n'a pas accès à des produits hygiéniques de qualité, on peut avoir des infections à répétition. Ouais. Quand on ne prend pas correctement en charge son hygiène, on peut avoir des infections à répétition qui pourraient même nous empêcher de procréer dans le futur. On pourrait, ou d'autres maladies qui pourraient être sévères. Donc, les autorités doivent faire attention aux produits qui sont mis à disposition et pour pouvoir justement garantir et protéger ces citoyennes. Voilà. Donc, pardon, je voulais juste savoir, quand vous allez voir les autorités religieuses, par exemple, bon, souvent, c'est des hommes, j'imagine. Comment c'est reçu et que font-ils concrètement après cela? C'est-à-dire, quelle est leur implication après cela? Après avoir eu ce dialogue, cette explication, vous leur montrez le manque à gagner, à la fois économique mais social aussi, pour plus de la moitié de la population quand même, et ça les affecte tous les mois, donc c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de récurrent. Et donc comment c'est reçu, et peut-être quels sont les obstacles qui persistent malgré le fait qu'on dise oui, on est d'accord, etc. Alors, je vais parler de faits concrets. Hein. C'est un exemple. On a fait une intervention à Pâle. Pâle, c'est une communauté très religieuse, qui est juste avant Saint-Louis. Une commune très religieuse. Et moi, je pense que ça a été l'une des plus belles expériences que j'ai eu à avoir depuis que nous essayons d'interpeller les autorités religieuses. Et non seulement ils étaient conscients, ils ont compris, mais il y a même eu un niveau d'information donc de notre part, parce que ils connaissent les textes religieux. Et le Khalif disait, moi je comprends pas pourquoi tout le monde en fait tout un plat, parce que en fait vous avez cette latitude de vous reposer. Il y a énormément de contraintes qu'on lève. Par exemple, je vais donner juste un exemple, et il disait, mais vous n'avez même pas à prier, vous ne priez pas pendant cette période. Au contraire, cette période devrait vous permettre de mieux méditer, de vous reposer. Et c'est comme ça, c'était ça son approche. C'est comme ça au moins, je restitue ces mots. Maintenant, le jour du lancement, il y avait toutes les autorités religieuses qui étaient là.
le directeur de l'établissement qui également vient d'une famille religieuse qui faisait du plaidoyer auprès des communautés pour que ils ne marient pas leurs jeunes filles à très tôt. Donc, et il l'a dit de manière très ouverte, nos jeunes filles sont excellentes, laissez-les à l'école. Donc, on a des opportunités qui sont très, très palpables. Maintenant, là où il y a des obstacles, c'est par rapport au suivi. Là où il y a un obstacle, c'est ou peut-être un défi ou une solution à trouver, c'est comment, une fois que ces moments sont célébrés, comment on fait pour garder le momentum? Comment on fait pour continuer, pour leur permettre de continuer leur sensibilisation, pour que ça quitte donc le niveau local, donc communautaire, d'abord, pour que le maire s'en imprègne et que à partir du maire que ça remonte au niveau central. C'est ça peut-être notre petit obstacle, parce que Kitamba, c'est quand même une entreprise sociale ou avec un volet associatif, mais nous sommes des bébés. Donc on a été créé, on l'a créé en 2019. Depuis 2020, nous avons des actions très ponctuelles, mais ça nécessite énormément de temps, de ressources humaines, ressources financières pour pouvoir continuer cette lutte, hein, donc cette lutte entre Ouais, guillemets, mais ouais, voilà. ouais. Parce qu'au final, même quand on regarde par exemple pourquoi les filles quittent l'école, la venue des règles et tout ce que ça implique pour la fille, le manque de toilettes ou d'eau ou d'espace sécure pour elle, etc. Ce n'est qu'une chose parce que si on marie tôt les filles, ce n'est pas que parce qu'elles ont eu leurs règles. Donc ça peut être un. Mais donc c'est juste ça vient se rajouter en fait pour donner une impulsion pour dire allez, on va la marier, c'est bon, de toutes les manières, c'est compliqué pour elle d'aller à l'école maintenant, etc. Oui, alors il y a énormément d'anecdotes qu'on pourrait partager. Il est évident qu'à l'arrivée des menstrues, la vie de la jeune fille peut basculer d'un sens ou d'un autre, ou de l'autre. Donc il y a et même des mères de famille qui font attention, parce que vous avez parlé de quelque chose de très important qui est l'aspect sécuritaire, la sécurité. Les jeunes filles marchent pendant des heures pour aller à l'école. Donc, dans des endroits où elles sont laissées à elles-mêmes, il n'y a pas de sécurité, elles peuvent être agressées, elles pourraient subir un viol. Les parents font attention également doivent faire des choix. Et quand il s'agit, et c'est pour ça que tout ce qui tourne autour du genre, pourquoi est-ce que on doit accorder une attention particulière à ces jeunes filles, c'est parce que elles sont l'équité n'est pas là. On voit le déséquilibre entre le garçon et la fille dans une famille quand il faut faire un choix pour entre maintenir, donc garder le garçon à l'école et la jeune fille. Le choix il est fait très rapidement, et donc il faut justement que les autorités, les décideurs, ils soient conscients de cela. Ils soient conscients de cela, parce qu'on peut pas développer un pays juste s'appuyant sur un seul genre, qui est le genre masculin, parce que les deux genres devraient pouvoir donc non seulement s'éduquer, s'informer, participer au développement, mais avoir au moins des opportunités de pouvoir avoir un travail décent, de pouvoir dire à quel moment on veut se marier, elles veulent se marier, quand est-ce qu'elles sont prêtes à se marier, quand est-ce qu'elles sont prêtes de donner la vie, et tout cela doit être pris en charge de manière très, très euh, habile. Et donc, pour revenir à la question, dans certaines communautés, de plus en plus, on voit des gens pousser pour que leurs filles continuent le cursus scolaire. Les filles elles-mêmes
elles s'affirment pour donc pouvoir convaincre leurs Elles se parents battent, de oui. les laisser. Oui, elles se battent. Voilà, Mmh pour convaincre mh. leurs parents de les laisser terminer leurs études. Mais Mmh. les problématiques sont tellement interliées que en général, Oui. c'est plutôt les garçons qui ont plus de chances de continuer leurs études, même si les jeunes filles excellent plus ou mieux, travaillent mieux que Plus. les garçons. Mmh. Oui, Mmh. oui. Mmh. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose qui a été vu, mais c'est un problème qu'on entend beaucoup, à travers l'Afrique subsaharienne. Je voyais aussi ici des startups, des entreprises sociales et solidaires. Par exemple, moi, je suis basée au Maroc où ils travaillent, par exemple, sur une culotte, hygiénique lavable, pour les jeunes filles, justement dans le milieu ruraux et cetera. Donc, c'est un travail qui est continu à travers tout le continent. J'allais demander, est-ce que il y a des partenariats possibles avec, de manière régionale, par exemple, pour des institutions régionales ou des programmes régionaux qui pourraient appuyer justement, qui pourraient être aussi un point d'entrée, ou en tout cas pour une plateforme pour pouvoir rebondir et puis avoir soit du financement, soit de l'aide institutionnelle, soit voilà. Alors, vous savez, quand moi je faisais de la recherche et jusqu'à présent, je pense que en Afrique subsaharienne, on a l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe sont vraiment leaders dans tout ce qui tourne autour de la production, mais également la sensibilisation, même l'acceptation d'acheter donc des produits hygiéniques lavables, parce que en fait, vous parlez de problèmes de personnes qui vivent dans les, dans les zones rurales, mais je vous garantis qu'à Dakar, vous avez de sérieux problèmes. On a des familles qui n'ont pas économiquement de quoi prendre en charge les besoins en protection hygiénique de toutes la jante féminine qui est en menstrue, parce qu'on a la maman, en général, on a 2 ou 3 filles qui sont en âge de menstru, et quand on fait le calcul, ça revient cher. Donc, pour des mécanismes régionaux, on a essayé d'interpeller la CEDEAO. On essaye également de voir comment est-ce que au niveau de l'Union africaine, on pourrait mettre en place, faire de l'influence. Il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui aurait pu également prendre en charge ce volet avec la sensibilisation au niveau de la Commission. On essaye également de faire ce partage d'expérience. Personnellement, pour Kitamba, nous travaillons avec l'Inde, mais c'était juste parce que l'Inde est leader en production de produits hygiéniques, que ce soit jetables ou lavables. Mais le fait de pouvoir tisser des partenariats régionaux en Afrique, mais ce serait vraiment une chose à saluer, à célébrer. On devrait le faire. Donc, je suis en train de soutenir ce que vous faites comme proposition, c'est de faire en sorte qu'il y ait ces programmes d'échange entre les différents pays pour que on puisse non seulement démocratiser, ou en tout cas faciliter l'usage et la production et l'usage de ces protections hygiéniques. Si vous allez en Occident, parce que parfois on utilise ça pour que justement sensibiliser et alerter en Occident, Mmh. on voit que de plus en plus les jeunes femmes et les jeunes filles utilisent des produits hygiéniques lavables pour répondre à des besoins écologiques. C'est une chose parce que il y a plus de conscientisation par rapport aux problèmes environnementaux, Mmh. j'imagine, mais également sur le plan économique,
il y a des jeunes filles et des femmes qui n'ont pas de quoi acheter, ou en tout cas qui doivent faire un arbitrage pour acheter des tampons hygiéniques qui coûtent très cher, parce que les produits hygiéniques jetables sont taxés comme des produits de luxe. Donc, certains pays ont enlevé ces taxes, mais nous sommes tout le temps aussi, nous avons toujours un wagon ou un train de retard dans l'évolution technologique, la durabilité, les solutions durables que beaucoup de structures, de start-up propulsent. Donc, c'est pour ça qu'on a un volet recherche et développement. Nous avons, nous, des serviettes hygiéniques, mais nous avons maintenant des culottes lavables, mais également, nous avons des couches pour les porteuses de fistules, donc pour répondre à cette problématique. Donc, il y a un apprentissage qui devrait se faire, il y a des collaborations qui devraient se faire. Pour les bailleurs de fonds qui financent, vous avez toutes les institutions internationales maintenant. En général, vous avez les agences des Nations Unies qui lancent des initiatives qui soutiennent. Vous avez les organes intergouvernementaux, les agences intergouvernementales, vous avez le secteur privé, vous avez des fondations. Nous, pour notre part, c'est peut-être des fondations américaines qui nous ont beaucoup plus soutenus jusqu'à présent. Vous avez la coopération bilatérale, vous avez donc les ambassades. Donc, les acteurs du développement, que ce soit, voilà, sont conscients de la nécessité de prendre en charge cette problématique, mais sous différents angles. Le défi, ce serait peut-être l'approche. Vous vouliez dire quelque chose? Le défi, ce serait l'approche. Oui, je voulais dire, quelle approche choisir. En fait, ce que je voulais dire, Yael, c'est que, étant donné qu'il y a autant de bailleurs qui seraient intéressés pour financer cela ou qui le financent déjà, et j'imagine qu'il y a aussi pas mal d'acteurs de la société civile qui peuvent être déjà, qui travaillent dans ce domaine-là, comme Kitamba, quoi, peut-être à différents niveaux ou de différentes manières, avec différentes approches. Mais est-ce que tout cela est coordonné? Parce que souvent, quand on a vraiment des petites interventions, des petits projets de 3 ans ponctuels, localisés. Des fois, il y a des duplications d'endroits où c'est fait, alors que d'autres sont laissés pour compte. Est-ce comment peut-être, parce que c'est est-ce que je vous vois acquiescer donc c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit vraiment des interventions au niveau national, institutionnalisé, où chaque acteur, chaque bailleur de fonds, chaque argent, chaque dollar ou euro qui est donné soit maximisé de sorte à ce qu'on ait vraiment un changement. Parce que souvent ces petits changements ponctuels, ils apportent pas du changement de manière pérenne. Et c'est pas soutenable, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour prendre le relais plus tard, surtout quand il s'agit de produits concrets, tangibles qu'il faut distribuer, etc. Donc comment est-ce qu'il y a des discussions, est-ce qu'il y a des plateformes, par exemple, où vous vous rencontrez différents acteurs institutionnels, bailleurs de fonds, sociétés civiles, etc., qui pourraient vraiment discuter de ça pour essayer de coordonner, j'allais dire. Voilà, c'est en cela, je lance encore le plaidoyer que j'ai fait un peu plus tôt par rapport à l'importance ou de la nécessité d'avoir cette politique publique qui pourrait peut-être réguler le secteur. Il y a beaucoup d'initiatives. En tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à travailler sur cette problématique en 2016. Et avec beaucoup de recherches, d'apprentissage et pour lancer finalement en 2019. Mais il y a des acteurs, l'écosystème au Sénégal commence à être plus vibrant, il y a des organisations, donc on est à différents niveaux. Alors, il y a des organisations purement privées avec une dimension économie sociale solidaire. On a des organisations de la société civile traditionnelle, des organisations de défense des droits humains qui interviennent dans la santé. Il y a des bailleurs de fonds qui ont des lignes stratégiques qui prennent en charge la gestion de l'hygiène menstruelle. Néanmoins, il y aurait
il y a un besoin d'organiser effectivement ce secteur, même si ce serait très difficile. Moi, je pense que c'est difficile à faire parce que chacun a son approche, chacun, c'est, 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 c'est- ce serait un peu difficile de pouvoir nous mettre dans une plateforme pour peut-être harmoniser notre manière de faire. Faudrait essayer. Je sais pas si ça marche, si ça marcherait. Néanmoins, les institutions de ce pays ou d'autres pays africains devraient prendre à bras le corps cette problématique, mieux prendre à bras le corps cette problématique. Je parlais des normes. On n'a pas de normes de production des serviettes hygiéniques lavables. Les normes par rapport au type de serviettes hygiéniques qui sont importées également. Je pense qu'il y a une agence qui existe ou un bureau, mais j'inviterai nos autorités à un peu creuser par rapport à la qualité des produits qui sont importés et qui sont commercialisés dans le pays. C'est beaucoup de travail. Je pense que les individus et même les acteurs de développement pensent que ou sous-estiment cette problématique de santé et d'hygiène menstruelle. C'est mon avis. Je peux me tromper, mais je pense que c'est pas encore pris en charge de manière holistique. Et également l'attention qui devrait être prise par rapport aux acteurs qui se lancent dans ce secteur, elle devrait être un peu plus fouillée ou plus régulée. Mais l'écosystème se grandit, et il y a énormément d'innovation. Maintenant, il y a un problème de ressources, que ce soit au niveau institutionnel, donc par rapport à nos ministères. Je pense que c'est l'endroit de faire du plaidoyer pour qu'il y ait des attributions budgétaires, qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait un appui pour ceux qui veulent se lancer dans la production et également qui veulent se lancer dans un nouveau corps de métier. Parce que la production de serviettes hygiéniques lavables, c'est de la couture, mais c'est pas n'importe quel type de couture. Donc, il pourrait y avoir cette spécialisation qui engendrerait ou générerait un nouveau métier qui pourrait régler une problématique d'emploi. Nous avons également pris nous sommes lancés dans le privé également. Nous sommes en train de construire une unité de production à Sandiara. D'ailleurs, c'est dans une zone économique spéciale qui a été érigée par un maire qui est là maintenant, qui vient de rejoindre le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre. Donc, qui a une vision très claire du développement, qu'il a complètement accentué sur les femmes. Les femmes étaient au cœur parce qu'il a dû démissionner de son poste de maire, mais sa politique de développement local a été ancrée sur la femme. Et donc, nous sommes en train de construire cette usine et avec un centre de formation, justement, qui va permettre de transmettre le savoir-faire, faire de la transmission du savoir-faire, de compétences, de pratiques, qui permettrait à certaines femmes qui sont donc dans le milieu rural, dans des communautés qui voudraient se lancer dans cette activité, lancer une activité génératrice de revenus, on pourrait les appuyer pour qu'elles puissent installer donc leur unité de production et avec d'autres compétences, donc les former dans la gestion de petites structures, donc d'entreprises, les outiller. Et bien entendu, Kitamba ne travaille pas seul. Quand on fait ça, on n'est pas seul. On travaille avec des universitaires, un laboratoire, le LASPAD, notamment le LASPAD de l'université Gaston Berger. Nous travaillons avec le secteur privé, nous travaillons avec des bailleurs de fonds qui nous appuient, nous travaillons avec des groupements d'intérêt économique, nous travaillons avec des professionnels qui forment à des métiers bien précis.
ou qui forment à la gestion de l'entreprise de manière très, très ludique, hein, très simple, simplifiée. On se dit que on a pour rôle de pouvoir offrir donc tout un panier de différentes compétences à des jeunes filles ou des femmes qui n'auraient peut-être pas accès à cela si elles étaient toutes seules. Voilà. Ouais. C'est et la boucle est bouclée parce que presque je reviens à l'autonomisation des femmes. Les deux volets sur lesquels vous travaillez, donc il y a retenir les filles en milieu scolaire d'une part, donc travailler avec les jeunes filles, mais aussi l'autonomisation. Et il y a presque une opportunité de faire l'un avec l'autre, c'est-à-dire justement de créer des emplois pour autonomiser les femmes qui, elles, servent à justement aider les jeunes filles à ne pas sortir de l'école pour pouvoir ensuite être des acteurs dans l'économie. Donc c'est un cercle virtueux qu'on peut créer justement avec tous ces partenaires institutionnels, mais aussi le secteur privé, les jeunes filles elles-mêmes, pour des petites entreprises sociales et solidaires, justement. Mais il faut garantir la qualité, les standards pour la création de ces Absolument. de ces protections. Alors évidemment, quand on pense à l'environnement, c'est ça qui est terrible, c'est que l'environnement, donc pour l'environnement, on veut du jetable et du lavable, mais après il y a la problématique de l'eau, parce que même s'il y avait du lavable, l'accès à l'eau dans Allô? certaines régions n'est pas facile. Au niveau des écoles, j'avais travaillé dans l'éducation un peu, donc j'ai visité quelques écoles, et là encore, quand il y a des toilettes, souvent il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau courante. Donc voilà, alors ça ouvre tout un autre volet, c'est-à-dire qu'il faut élargir justement ces multi-acteurs, Absolument. et toujours le défi. Le Oui, défi du gouvernement, évidemment, c'est qu'il y a énormément de défis, donc il va falloir choisir sur lequel s'atteler au départ en priorité. Mais c'est des personnes donc comme ce maire là dont vous parliez qui a une vision justement, qui l'a mis au centre et qui pourrait maintenant, dans un rôle un peu plus d'action, essayer d'activer des leviers qui oui, pourraient justement changer la donne, comme par oui, exemple cette usine. Et absolument. ouais, merveilleux. Eh Oui, bien, ouais. C'était un vrai plaisir. C'est une problématique évidemment que je connais pas parce que je suis une femme, mais aussi parce que j'ai beaucoup vécu en Afrique subsaharienne, donc je l'ai vu, j'en ai été témoin, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être anodin au vu de tous les défis et des choses beaucoup plus macroéconomiques, etc. Mais en fait, c'est ces petits changements justement au niveau le plus micro pour pouvoir assurer dans 10 ans, dans 20 ans, qu'il y ait que toute la population contribue justement au développement du pays et non absolument. pas qu'une partie. Et non Voilà. pas qu'une partie, Ouais. On n'a effectivement. pas parlé de là le manque, le temps. Le Oui, temps nous manque, Yael, parce que j'aurais aimé parler par exemple, au niveau des marchés, parce que c'est un autre groupe de partenaires, j'imagine, et toute une autre problématique. Le plaidoyer se fait différemment, oui. mais le temps nous est compté. Peut-être une autre discussion, Volontiers, volontiers. Oui. hein, parce que en fait, je vous ai contacté parce que pardon? Oui. Non, non, allez-y, allez-y, je vous écoute. Je vous avais contacté parce que j'avais vu votre rapport annuel qui Oui, montrait vraiment les avancées qu'on peut faire justement, oui, avec le peu de moyens, mais avec une vision claire et une action très concrète et dirigée. C'est pour ça que j'avais envie de discuter avec vous pour essayer de savoir un peu plus comment vous le faisiez, comment vous en étiez arrivé là. c'est gentil. On est à votre disposition si vous voulez faire une autre discussion spécifiquement accentuée sur les femmes Bien et sûr. comment, quel genre de Mhm. modèle nous essayons d'impulser avec elles. Ce serait Mhm. volontiers. Je vous remercie de nous avoir conviés et de nous avoir écoutés, de nous offrir cette plateforme parce que ça nous permet de mieux nous faire connaître, de mieux faire connaître ce que Mhm. l'écosystème, ce qui est fait sur le terrain, mais dans d'autres pays, parce que nous sommes basés au Mhm. Sénégal, mais nous intervenons dans d'autres pays et africains. Ouais. Et c'est une joie et un honneur d'avoir été là.
Merci. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé la conversation d'aujourd'hui utile et riche en idées et informations. Si vous pouviez prendre une minute pour laisser un commentaire, ce serait super. Et si vous travaillez au changement social et voudriez partager ce que vous faites et comment vous le faites, contactez-moi. Une dernière chose, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour être les premiers informés de la sortie d'un nouvel épisode. En attendant le prochain, soyez le changement.